Et je pense que l'idée est plutôt de discuter évidemment à la fin de ces interventions, puisque là, nous avons à la fois le cadre, mais en même temps, vous nous avez donné quelques pistes de réflexion, mais je pense qu'il faut quand même revenir aux fondamentaux, donc au cœur de l'institution. Non, mais on a vraiment, c'est ça qui est intéressant, on a à la fois la vision de l'historien, sociologue, politologue, et en même temps, maintenant, nous rentrons donc avec Gilles Buteau plutôt dans cette histoire où tout a commencé, en effet, c'est-à-dire à la fin des années 80, au début des années 90. Donc c'est vraiment comment se met en place ce que nous appelons aujourd'hui la gouvernance du Louvre. Alors Gilles a été le premier directeur des ressources humaines dès la création d'une première direction du musée du Louvre dès 1987, auprès de Michel Laclotte, qui en fut le premier directeur, et de Francine Mariani-Ducré, qui était l'administratrice déléguée. Ce qui veut dire qu'avant le statut d'établissement public, en effet, il y a eu déjà une première étape qui a été la création d'une direction du musée du Louvre, qui se trouvait évidemment à l'intérieur du palais, dans des bureaux, petits bureaux, au-dessus des bureaux du directeur des musées de France, qui lui était véritablement donc dans ces espaces au cœur du palais. Alors Francine Mariani-Ducré, et nous le déplorons, aurait dû être parmi nous, parce que, évidemment, elle est fondamentale dans l'histoire de cette autonomie du musée, puisque d'abord, elle a été la première administratrice, donc, auprès du premier directeur, Michel Laclotte, mais qu'ensuite, elle est passée de l'autre côté, si je puis dire, puisque, au tournant des années 2000, elle est devenue la directrice des musées de France, et elle s'est trouvée là, dans un enjeu d'effet miroir assez intéressant, qu'il eût été, évidemment, fort heureux de pouvoir comparer, analyser, étudier avec elle. Mais elle est maintenant au Conseil d'État et le mardi est le jour où la session qui la concerne siège, et une fois sur deux, c'est le matin qui est pris, et là, elle a été prise toute la journée, donc elle s'en excuse, mais elle ne nous suit pas en direct, mais elle aura évidemment, elle est avec nous par le cœur, parce que c'est une personnalité que nous aimons beaucoup. Et puis, ensuite, Gilles Buteau a été l'administrateur général adjoint, le premier en charge des ressources humaines dès la création, donc de l'établissement public administratif, auquel il a contribué bien sûr, disons au 1er janvier 1993, je pense que c'est surtout là que les choses se sont réalisées effectivement. Auprès donc du premier président-directeur, qui fut Michel Laclotte, et de la première administratrice générale, Brigitte Joseph Jeanneney, qui venait de succéder à Francine Mariani-Ducré. Par la suite, donc, au-delà, dans les années 2000, les fonctions, l'expérience acquise par Gilles au sein de l'établissement public du Louvre lui a ouvert de nouveaux horizons vers d'autres établissements culturels, puisqu'il a participé à la réorganisation, modernisation, là encore à la fois physique et institutionnel du Centre Pompidou auprès de Jean-Jacques Ayagon au tournant des années 2000, et puis ensuite à Radio France et d'autres encore. Gilles, je te laisse la parole. Bien. Oui, merci. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant d'entamer le débat après, parce que pour l'essentiel, je partage les éléments apportés par Thomas Hallier. Donc il n'y a pas de contradiction entre, je pense, il y a quelques détails sur lesquels peut-être je reviendrai, mais en tout cas il n'y a pas de contradiction du tout entre ce qui vient d'être énoncé et ce que j'avais l'intention de dire. Je le dirais de manière plus, effectivement, plus terrain au sens de l'expérience Louvre, mais on retrouve assez bien dans un certain nombre d'appréciations qui ont été portées. La première chose que je voulais dire sur cette question d'autonomie et statut, c'est que de mon point de vue, les transformations statutaires, administratives, juridiques qui sont intervenues pendant le déroulé du projet Grand Louvre, en fait, n'ont été que la résultante de la réalisation du projet lui-même. C'est-à-dire que on peut avoir tendance à dire, à un moment donné, on bascule dans un nouveau monde qui serait un établissement public. De mon point de vue, l'établissement public a été accepté, je reviendrai peut-être plus tard là-dessus, accepté
du fait que le Louvre, pas l'établissement public du Grand Louvre, mais le Louvre avait déjà en fait acquis l'essentiel de son autonomie avant même le statut. Alors, mais évidemment, cette situation un peu hybride était encore source de contradictions, qu'il s'agissait, enfin que le statut d'établissement en 93 tentait de résorber. Alors, je situe un peu trois peut-être périodes du point de vue de mon expérience donc du XXe siècle. Donc merci de me contraindre à un recul en arrière assez long. Donc il y aura peut-être des imprécisions, mais il a fallu un peu se rafraîchir la mémoire. Donc il y a effectivement la période avant 81, donc avant la décision du président de la République d'engager le Louvre dans le projet. Donc avant 81, en 2 mots, on est effectivement dans une situation où la gestion directe du musée du Louvre est effectuée par la direction des musées de France, la RMN. Malraux a commencé à nommer un premier directeur, André Parot, puis ensuite Cognam, etc. Ces directeurs, sans rien relever de leur mérite, étaient des directeurs qui n'avaient aucun moyen de diriger quoi que ce soit. Je me souviens d'ailleurs, quand je suis arrivé au Louvre, donc décembre 88, pas 87, décembre 88, janvier 89, regarder un peu la littérature existante pour comprendre un peu, et j'ai trouvé uniquement, du point de vue d'un directeur du musée du Louvre, dont j'ai oublié le nom, un grand rapport très intéressant sur les problèmes des escaliers au musée. Donc effectivement, on voit, encore une fois c'était une question importante, mais on voit de quoi s'occupait le directeur en titre, il n'y avait en fait aucun moyen. Ensuite, deuxième période, 81-87. Alors, donc là, démarrage du projet Grand Louvre, et cette situation se prolonge. La DMF et la RMN continuent de diriger de fait le Louvre dans tous les détails. La situation interne du Louvre est un peu archaïque, au sens où il y a un certain nombre de mondes qui se côtoient, mais qui ont peu tendance à travailler ensemble. Sinon, dans des rapports subordonnés très exigeants, c'est-à-dire les conservateurs par rapport à l'accueil et à la surveillance, c'est-à-dire un éclatement des départements qui, étant eux-mêmes des petites PME, n'ayant comme interlocuteur que le directeur des musées de France, donc un éclatement social et fonctionnel très important. À partir de 83, création de l'établissement public du Grand Louvre, comme assurant la maîtrise d'ouvrage délégué du projet. L'élaboration muséographique, culturelle du projet, le musée du Louvre et les départements prennent de plus en plus de place, puisque de fait, c'était eux qui pouvaient conduire, ou en tout cas participer à l'élaboration du projet, dans la délimitation des espaces muséographiques, des contenus scientifiques, et de fait, avec notamment autour du poids central qui a occupé à ce moment-là Michel Laclotte, qui était chef du département des peintures, et qui venait de piloter le projet muséographique d'Orsay, la place des conservateurs devient de plus en plus importante en fait dans la définition du projet Grand Louvre. Tout le travail de programmation du projet autour d'une personne, Dourdin, qui a fait la totalité de la programmation du musée, a été élaboré de fait en concertation avec les départements et pas avec les directeurs du musée de France. Le directeur des musées de France, et Hubert Landais, quand il fait la note auquel vous faites allusion, donc bien antérieure, raisonne en fait en tant que patron du projet Grand Louvre, principalement, et pas en tant que tutelle. Donc il définit effectivement des éléments intéressants, mais dans le cadre en fait du système préexistant. J'ajouterais qu'un élément aussi important, là c'est des petits éléments historiques, mais qui confirment la situation, face à la polémique médiatique qui à partir de ces années-là, qui s'est enclenchée autour du projet Paye, face à l'attitude de rejet violent de la Commission supérieure des monuments historiques face à Paye, dans une situation inique,
les conservateurs, qui étaient absolument pas tous, enfin quand je dis les conservateurs, je dis les chefs de département, hein, puisqu'il y avait 60 conservateurs, 7 départements, les chefs de département qui n'étaient pas tous absolument enthousiastes du projet Grand Louvre, pour diverses raisons, je n'entrerai pas dans les détails. Là, on considérait qu'il fallait se positionner, encore une fois sous l'impulsion de Michel Laclotte, dans la petite histoire du Louvre, on parle toujours d'Arcachon, 84, où les conservateurs se sont réunis avec l'établissement public du Grand Louvre et ont en fait pris une position, ce qui n'était pas dans la culture habituelle des conservateurs, une décision collective, publique, de soutien au projet Paye et au projet Grand Louvre. Ce qui a évidemment conditionné la suite des opérations, puisque c'est la première affirmation réelle du musée du Louvre, non pas en tant que DMF, RMN ou même ministère de la Culture, mais une certaine première prise d'autonomie, qui n'était pas forcément d'ailleurs mal vue par la DMF, mais en tout cas qui a été un premier acte important de ce point de vue-là. Dans la logique et dans la foulée de cette évolution, à partir de 87, nomination de Michel Laclotte comme véritable directeur, accompagné d'une direction, là aussi, en charge de l'ensemble des activités présentes et futures, avec un recrutement progressif d'administrateurs, de chefs de service, je dirais, pour simplifier, de haut niveau. Et en fait, de haut niveau, ça signifiait, sans détailler je ne vais pas détailler la dizaine de services qui sont constitués, mais en tout cas dirigés par des gens ayant des compétences qui, d'un certain point de vue, garantissaient l'autonomie par rapport aux tutelles. Je ne veux pas être plus précis que ça, mais disons que les moyens en termes de compétences et de ressources humaines faisaient que, quelles que soient les procédures juridiques nécessaires de l'époque, on l'a reproché, le Louvre a commencé à se comporter en grande puissance, d'un certain point de vue, alors qu'elle était dans une situation de dépendance encore très forte. Le Louvre était toujours service extérieur de l'État, avait obtenu qu'une partie de ses crédits soit déconcentrée soit par l'État, soit par la RMN, donc gérer différentes zones de crédit, des ordonnateurs secondaires. Mais les interférences, les éclatements pendant cette période perduraient, mais étaient marqués par le fait que ce que je viens d'indiquer, c'est que la réalisation des activités, leur développement, les différentes étapes qui ont scandé la réalisation du projet, faisaient que la légitimité et le pouvoir réel progressivement étaient acquises complètement à cette direction et à cet ensemble-là. Je rappelle qu'entre 89 et 95, alors je ne sais plus, là, je parle sous le contrôle de Françoise, on est à peu près au triplement des surfaces publiques. Et chaque année, pratiquement, une échéance considérable, auquel, évidemment, en liaison avec le PGL, une échéance considérable sur le plan technique, humain, social, professionnel, vient. 89, l'ouverture de la pyramide, 92, l'ouverture des salles de la cour carrée de peinture, 93, Richelieu, 94, l'aile de nom et les sculptures, 95, contrairement à ce que certains disent parfois, je crois, rénovation complète de tous les espaces sous pyramide de l'accueil des groupes. Ouais. Bon, c'est pas la première fois qu'on refait l'accueil sous pyramide. Et tout cela se fait avec un enjeu qui était totalement conscient, qui était le fait que les futurs utilisateurs, qui étaient le musée du Louvre, devaient être les plus influents sur le plan de la définition de la maîtrise d'ouvrages délégués fait par le PGL. C'est-à-dire que les futurs utilisateurs influaient déjà dans la détermination d'un certain nombre de choix techniques, organisationnels, vis-à-vis de l'EPGL. Là aussi, c'était un élément de légitimité de la direction et d'autonomie par rapport aux tutelles très important. La direction du Louvre, enfin, les chefs de service concernés
voyait les chefs de service concernés de l'OPGL une fois par semaine en comité mixte et réglait de manière hebdomadaire, en plus de manière souvent conflictuelle, mais toujours en général respectueuse, les choix qui étaient faits par l'OPGL. Donc il y a eu une influence forte du musée du Louvre, malgré tout, insuffisante sûrement, mais dans les adaptations au fur et à mesure du déroulement du projet. Tout projet de ce type sur le plan technique induit inévitablement ensuite des périodes d'adaptation, parce qu'il y a des trucs qui ont été mal conçus, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. On a vu dans d'autres projets des difficultés beaucoup plus considérables, que ce soit à la BNF, etc. On peut penser que le fait qu'au Louvre, cette dimension ait pris une importance grande, fait qu'il y a eu un certain nombre de loupés aux différentes ouvertures, mais sans doute beaucoup moins grandes que dans d'autres cas. Et surtout, de mon point de vue, la question essentielle, une capacité peut-être plus grande des équipes du musée du Louvre à prendre en charge le joujou qu'on leur a apporté, avec donc, des éléments de capacité de prise en charge très importants. Sur le plan organisationnel et de la gouvernance, cette dynamique était prédéterminée par un certain nombre de choix qui ont été faits à ce moment-là, enfin dès 89, qui peuvent apparaître, qui apparaissent d'ailleurs quand on voit maintenant le Louvre, etc., un peu paradoxal, contradictoire. C'était un choix organisationnel de gouvernement adapté à une longue période de mobilisation. On n'était pas dans un établissement qu'il s'agissait de gérer, développer normalement, etc. On était dans une période d'intense mobilisation. Et pour cette raison-là, le choix a été de faire un organigramme en râteau, c'est-à-dire très peu de... Jusqu'à 80, je ne sais plus quelle date, mais peut-être, enfin, François le sait sûrement, les chefs de service étaient des chefs de service, n'étaient pas des directeurs. Il n'y avait pas de directeur au Louvre, il n'y en avait qu'un. C'est symbolique, bien évidemment. Mais ça avait aussi un certain sens, du point de vue du fait que, de manière hebdomadaire, les 13 chefs de service étaient réunis le lundi matin auprès du directeur et des 2 administrateurs pour traiter l'ensemble des problèmes, ce qui était effectivement une façon de mobiliser l'ensemble de ceux-ci aux tâches à accomplir. Donc 13 chefs de service, 7 départements. Alors un côté un peu bicéphale, mais ça c'était le Louvre. Bicéphale dans la mesure où il y avait 7 chefs de département réunis en collège le mercredi matin et dont il s'agissait à la fois pour le directeur de faire avaliser un certain nombre de ses choix culturels, muséographiques, ou discuter, puisqu'il respectait fortement, malgré tout, chacun des chefs de département dans leur desiderata, mais disons, permettait une certaine articulation, ce qui était un problème par nature très important au Louvre, articulation entre la dynamique des services, qui avaient leur culture et leur dynamique propre, et les départements, qui n'avaient pas la même culture, ils n'avaient pas les mêmes exigences toujours. On n'était pas dans un système, si vous voulez, où les logiques convergeaient spontanément. Et cette possibilité de point d'équilibre était en fait portée, plus ou moins bien, hein, mais était portée par la direction, qui permettait cette articulation. Et d'ailleurs, ce système-là a perduré après 93, après l'établissement public administratif. On a rajouté simplement 2 services, l'agence comptable et la régie des recettes. Mais le même dispositif a perduré et il n'y avait toujours qu'un seul directeur. Il était président-directeur, mais il n'y avait qu'un seul directeur. Donc ça, c'était un choix aussi qui était un choix qui tentait de réussir à faire travailler les gens ensemble. Ce qui était quand même une gageure, compte tenu de ce qu'était le Louvre à cette époque-là. Donc, de ce point de vue-là, le poids de la direction du Louvre par rapport aux tutelles s'affirme de plus en plus. Sur les choix muséographiques et culturels, un certain nombre de décisions initiées par Michel Laclotte n'étaient pas forcément des décisions avalisées par la tutelle. Je pense à des choix muséographiques sur lesquels la relation entre Michel Laclotte et les chefs de département était quotidienne
Et donc, il y avait débat, parce que les choix n'étaient pas forcément... Mais en tout cas, c'était, en dernier ressort, le Louvre qui décidait un certain nombre de choix muséographiques importants, dans le cadre du projet Grand Louvre. La question de l'auditorium et du culturel a été décidée sans aucune... par Michel Laclotte et pas par les tutelles, c'est-à-dire le choix de faire qu'un auditorium au musée du Louvre, dans le cadre du projet, était un auditorium et une programmation interdisciplinaire qui n'était pas directement de l'accompagnement de visite, ce qui était à l'origine l'idée, c'est-à-dire que l'auditorium, ça sert à faire l'accompagnement des expositions temporaires, des conférences des conservateurs, etc. Le choix de Michel Laclotte était de faire un auditorium culturel, bien évidemment, au musée du Louvre, donc ça avait un certain nombre de conséquences sur le plan des contenus, mais en tout cas, totalement autonome. Autonome du service culturel, ce qui a d'ailleurs posé quelques difficultés, puisqu'en fait, il y avait un service culturel qui s'occupait des visites conférences, qui s'occupait du public, de la politique des publics, qui s'occupait des éditions, de l'audiovisuel, des groupes, mais qui n'avait pas compétence sur l'auditorium. Donc deux chefs de service distincts, et ça c'est un choix politique culturel, qui marquait en fait une autonomie, déjà, avant même la création de l'EPA. Sur les ressources humaines dont je suis un peu intéressé, la question essentielle pour moi, c'était de faire en sorte, pas uniquement de manière proclamatoire ou déclamatoire, faire en sorte de faire comprendre que le projet Grand Louvre, c'était un projet social. Que si on pouvait faire en sorte et décliner le fait que le projet Grand Louvre était un projet social, on risquait de gagner. De gagner, en tout cas de réussir en partie là, les choses. Donc ce qui signifiait, enfin ce qui s'est traduit par, évidemment, une gouvernance unificatrice. Alors, la période des recrutements, effectivement, je crois que c'est Françoise qui a fait allusion, moi dans la période concernée, ce n'était pas exactement les mêmes chiffres, mais enfin grosso modo, on est passé de 800 à 1600, pour simplifier. Donc un doublement, avec évidemment une forte partie de recrutement que cela impliquait, de choix de recrutement et de politique de recrutement. Deuxième élément très très important, et c'était pas sans rapport avec ce que vous avez évoqué sur la politique rocardienne, sur la modernisation des services publics, la fonction publique, c'était ce qu'on intitulait à l'époque la modernisation négociée. C'est-à-dire que le projet Grand Louvre allait être négocié avec les organisations représentatives, syndicats. A été donc créé dès 1989, ce qui n'existait pas avant, un comité technique paritaire, un comité hygiène et sécurité, tous les éléments qui permettaient, parfois difficilement, mais qui permettaient quand même, au fur et à mesure du temps, de permettre une adhésion, en fait, des personnels et pour l'essentiel des organisations syndicales à la conduite des choses qui étaient engagées. Alors ces éléments-là induisaient évidemment tout ce qui concernait l'organisation du travail, les modifications horaires induites par l'ouverture des nouveaux espaces, les réorganisations importantes pour les services qui étaient les plus déterminants dans le fonctionnement quotidien. C'est-à-dire, par exemple, un service de surveillance de 600 personnes ou 800 personnes, c'était quand même un gros morceau qui pouvait fermer le Louvre en 24 heures. Donc, une réorganisation qui a été conflictuelle et finalement acceptée, qui était une régionalisation en 4 régions de la surveillance. Donc, on cassait un seul service, 4 régions qui permettaient une gestion rapprochée des agents et qui permettait aussi d'enclencher des dynamiques de modification du contenu du travail de la surveillance qu'on a tenté, je ne peux pas rentrer là dans les détails, de modification des contenus du travail de la surveillance qui par nature est un travail qui est difficile et qui, pour l'enrichir, implique un certain nombre d'expérimentations qui ont été menées. De manière quasi systématique, nous avons engagé, soit avec des institutions publiques, soit avec des consultants extérieurs, l'analyse des emplois et les évolutions des compétences en devenir. Alors ça a été le cas largement pour la surveillance, en collaboration principalement, mais pas seulement, avec un établissement public qui s'appelle l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, qui était en plein à l'époque dans justement la modernisation sociale, etc. Les ateliers,
notamment muséographiques, avec des développements faits par des organismes de consultants, mais surtout aussi en bouquet final, c'est-à-dire par une étude importante du CEREC, Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Les analyses aussi concernant les personnels d'accueil et les personnels de contrôle, avec toutes les difficultés induites sur le plan ergonomique par les espaces qui avaient été conçus sous pyramide, qui était un lieu très pénible et très difficile comme lieu de travail. Donc tout ça essayant de déboucher sur des organisations du travail, mais surtout sur une politique de formation. Alors dès 1989, le Louvre a créé une mission formation, ce qui n'existait pas, en interne, totalement autonome dans l'élaboration du contenu des formations, c'est-à-dire que délibérément a bloqué tout le système de formation induit par la direction de l'administration générale et le ministère, qui étaient des formations, je dirais, plus traditionnelles sur qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce que c'est que les statuts, qui en fait ne correspondaient pas aux besoins du Louvre. Donc ça, c'était aussi une prise d'autonomie préalable. De 89 à 98, on a ainsi assuré un triplement des heures annuelles de formation jusqu'à 66 000 heures de formation. C'est-à-dire que c'était vraiment un investissement massif en matière de formation. Bon, je passe sur les aspects communication interne où un certain nombre de choses étaient faites. Je voulais donner deux exemples qui fait que dans certains cas, le rapport entre tutelle et établissement, encore une fois là nous n'étions pas encore établissement public, peut s'inverser du point de vue de l'apport. Les deux exemples concernent la surveillance et la deuxième, les ateliers muséographiques. Concernant la surveillance, il était prévu par l'OPGL et les tutelles que l'ensemble, enfin, les principaux postes de contrôle, de surveillance, de sûreté et de gestion technique centralisée, GTC, qui avaient été implantés, notamment sous la pyramide, mais aussi dans la Richelieu, étaient, pendant la période de travaux, étaient sous-traités à des entreprises spécialisées qui pilotaient 24 heures sur 24 ces impressionnants postes de contrôle. À l'ouverture de la pyramide, le choix a été fait, dès l'ouverture de la pyramide, le choix a été fait, j'évoquerai tout à l'heure la question de la sous-traitance que vous évoquez, le choix a été fait à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a dit ce sont les agents existants du musée du Louvre de la surveillance qui conduiront ces instruments très spécialisés sur lesquels ils n'ont pas forcément les compétences immédiates. Le choix était risqué, et a été d'ailleurs difficile, parce que l'établissement public de Grand Louvre était absolument opposé à ce choix. C'était fait pour des raisons de politique. Enfin, on ne pouvait pas dire on est en train de moderniser, il y a des instruments nouveaux qui apparaissent, mais ce n'est pas pour vous. C'est pour des gens spécialisés. Donc, c'est un premier élément qui a permis en fait d'entraîner certaines dynamiques par rapport à une surveillance qui était traditionnellement un peu difficile. Le deuxième élément, sous-traitance, c'est les ateliers. Alors les ateliers, ils avaient des caractéristiques. Les départements étaient en général souvent en récrimination avec les ateliers sur les délais, sur les compétences, etc. Mais il n'empêche que c'est des ateliers qui étaient depuis des années au musée du Louvre et que des compétences spécifiques se traduisaient de chef d'atelier en chef d'atelier, de personnel en personnel. Donc il y avait une dynamique de conservatoire des métiers d'art qui pouvait être enclenchée, qui existait de manière plus ou moins informelle, mais qui pouvait être enclenchée. Donc cette dynamique, on a essayé de l'enclencher en disant, je ne vais pas prendre atelier par atelier, enfin spécialité par spécialité, mais en disant, bon, certes, on a des électriciens, mais peut-être qu'on a plus besoin d'éclairagistes en interne, et peut-être qu'on va sous-traiter l'électricité. C'est un exemple, mais il y a énormément de... C'était la même chose pour les ébénistes, pour les encadreurs, pour les installateurs. Enfin, pour les installateurs, c'est un peu plus compliqué. Bon, toujours est-il qu'on a enclenché cette dynamique-là. Et quand je disais il y a une inversion des choses vis-à-vis de la tutelle, c'est qu'au bout de quelques années, ces évolutions étant constatées, vérifiées par des organismes indépendants, la DAG, fort opportunément, a profité de ces réalités-là, qui pouvaient exister d'ailleurs dans
parfois dans d'autres musées. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a que le musée du Louvre qui faisait les choses. Mais en tout cas, à profiter de ces éléments-là pour obtenir la création ou la transformation d'un corps des techniciens des services culturels et d'ingénieurs des services culturels au profit des anciens agents de surveillance, inspecteurs de surveillance. Donc en fait une professionnalisation reconnue statutairement, donc un apport du Louvre en fait à une évolution qui était souhaitée par l'ensemble des personnels du ministère. Même chose pour les ateliers muséographiques qui ont servi d'exemple, enfin de modèle, entre guillemets, je mets des guillemets, hein, de modèle à la création du corps des métiers d'art, avec y compris changement de catégorie, et y compris la création je me souviens plus le titre, ingénieur ou je sais plus. Les ateliers accédant à la catégorie A, pouvant accéder, de manière limitée, mais pouvant accéder à la catégorie A. Donc là, c'est des exemples qui montraient que l'autonomie, elle va aussi elle peut produire autre chose, elle peut produire des choses dans l'autre sens. Je ne sais plus si je voulais dire là ou pas, enfin bon, peu importe. La question de l'EPA a été posée effectivement au moment de la création d'Orsay en 86. Alors il y a les raisons générales qui fait que ça ne s'est pas fait, parce qu'il y avait toujours le système mutualisé, etc. Donc c'est une des raisons, mais ce n'est pas la principale. Alors il y a des raisons anecdotiques, mais pas plus qu'anecdotiques. Michel Laclotte, qui était quand même le pilote du projet, y était opposé à l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fallait le convaincre après, peut-être qu'il fallait faire changer les choses. Il était opposé pour deux raisons. Un, il ne voulait pas d'un technocrate à la direction d'un établissement public. Pour lui, établissement public, ça veut dire qu'il y aurait un patron qui ne serait pas un conservateur. Deux, il était encore très attaché au système de mutualisation des musées. Trois, il n'était pas le seul influent à Orsay vis-à-vis du président Mitterrand. Donc, le choix là, de ce point de vue-là était... Moi, je suis peut-être allusif, mais... donc, la question à Orsay a été réglée de manière très claire. Alors, qu'est-ce qui a fait que malgré le beau paysage, et sûrement beaucoup trop beau paysage que je viens de vous décrire, les problèmes étaient quand même très lourds encore. Alors, les handicaps du statut service extérieur de l'État, qui était encore, même avec quelques budgets déconcentrés, beaucoup de pertes de temps dans les procédures avec les tutelles, procédures et coups de téléphone, et enfin, les équipes du musée du Louvre avaient besoin en permanence d'essayer de lever des complexités en partie inutiles au détriment du travail interne. Donc beaucoup de temps perdu, ou en partie perdu, au travail avec les tutelles. Une lourdeur des gestions budgétaires et administratives du personnel, très, très nette, pas de budget, deux agences comptables, deux contrôleurs financiers, les transits par la DMF. Concernant les questions culturelles, en théorie, le choix des expos, des éditions, les visites conférences, la privatisation des espaces pour le mécénat, tout ça a été soumis en dernier ressort à la RMN ou à la DMF selon les cas. Donc en général, les choses pouvaient se faire selon la volonté du directeur, mais ça passait par des procédures qui étaient un peu lourdes et qui n'étaient surtout pas forcément nécessaires. Pour donner un exemple qui a été caractéristique, même s'il est... c'est l'exemple de la question de la gratuité du dimanche. Bon, alors là, je ne vais plus dire grand-chose. Donc, le ministère de la Culture a toujours accompagné brillamment l'évolution du projet Grand Louvre. Bonjour.
Donc la question de la gratuité du dimanche a été, bon, de manière un peu symbolique, et montrer quand même la situation. Le conseil d'administration de la RMN, sans en avertir le directeur du musée du Louvre, vote la suppression de la gratuité des dimanches en 90. En 90. Le comité technique paritaire du musée du Louvre se réunit. D'abord parce qu'il n'était pas informé. D'abord parce que ça induisait évidemment un certain nombre de modifications d'organisation du travail, d'horaires, de choses comme ça. Vote une opposition à cette décision, ce qui, dans la culture de l'époque, compte tenu du fait que le comité technique paritaire est paritaire, c'était rare. Donc en fait, Michel Laclotte avait pris la décision de donner la liberté de vote aux représentants de l'administration. Et donc, symboliquement, le musée du Louvre a marqué son désaccord avec cette position. Alors, il y avait des raisons qui étaient liées à la forme, mais il y a aussi des raisons qui étaient évidemment liées au contenu. Quelques années après, en 1996, établissement public créé en 1993, le ministre de la Culture de l'époque, M. Douste-Blazy, souhaite réintroduire une partie de ce dispositif un dimanche par mois. Il demande à être convoqué au conseil d'administration du musée du Louvre pour faire sa proposition. Bon, je dis ça de manière très symbolique, mais on voit la différence de démarche et la différence, et quelle autonomie réelle a pu être évoquée. Alors ensuite, je termine sur les handicaps du fait que malgré le fait que le Louvre avait conquis d'un certain point de vue déjà son autonomie, le blocage sur le plan statutaire établissement public continue malgré tout à avoir quelques effets. Alors, la première, c'est que le ministère de la Culture, le directeur du Musée de France, a décidé, malgré les alertes de la direction du Musée du Louvre, de transformer la RMN en EPIC en 91. C'est-à-dire qu'on prenait par un bout quelque chose qui était en fait un problème d'ensemble, d'organisation des musées. Ce qui avait pour conséquence intéressante de faire en sorte que 150 personnes qui travaillaient au Louvre, à l'accueil, à l'auditorium, dans ces bouts de services culturels, qui avaient été recrutés donc sous l'étiquette RMN, mais en fait recrutés par le Louvre, devenaient des salariés de droit privé. Dans un ensemble où tout l'objectif était de constituer une unité sociale autour du projet Grand Louvre. Ce qui signifiait par exemple que le rôle dévolu au CTP était en partie handicapé, puisque ces personnels-là n'étaient plus représentés au comité technique paritaire. Devenant, les choses se passaient au CE, au DP de la RMN. Donc c'était une décision qui, en tout cas, était pour le moins paradoxale par rapport au déroulement de ce qui s'était fait au Louvre depuis une dizaine d'années, quoi. Enfin, peut-être moins, mais à peu près. Non, depuis, je me trompe, depuis 3-4 ans. Voilà. L'autre handicap, c'était la question des emplois. Au fur et à mesure du déroulement du projet Grand Louvre, le ministère de la Culture, et avec le Louvre, obtenait des créations d'emplois, puisque François parlait doublement d'espace, triplement d'espace, développement d'un certain nombre de services divers et variés, ce qui induisait évidemment des créations d'emplois. Le problème, c'est que le musée du Louvre n'était pas toujours dans la capacité de protéger ces emplois-là, parce que d'abord on était dans un système où la mutualisation était tellement la culture générale, pourquoi pas mutualiser les emplois créés au profit du musée du Louvre. Donc là aussi c'était un peu une bataille incessante pour essayer de protéger ces emplois. J'ai retrouvé sur 3 ans, entre 89 et 91, 274 créations d'emplois État au profit du Louvre, 163 affectés. Alors évidemment, la logique de solidarité avec les petits musées, qui étaient effectivement dans des situations difficiles, etc., ça faisait que, naturellement,
ces éléments-là se développaient. En contrepartie, pour le musée du Louvre, ça, pour partie, induisait des fermetures de salles, parce que pas suffisamment d'effectifs. Alors progressivement, on a réussi à résorber en partie le problème, mais pas en totalité, et surtout un recours de plus en plus excessif aux vacataires. Vacataires qui, à un moment donné, est tourné autour entre une moyenne, je crois qu'on est passé de 300 à 500 mensuels, équivalent mensuel de vacataires, en plus. Ce qui était un peu contradictoire avec tout ce que je vous ai raconté sur le projet Grand Louvre, c'est un projet social, etc., etc., etc. Donc on a essayé de consolider en partie, ce qui était contradictoire avec le statut de vacataire, évidemment, de consolider la professionnalisation et les droits des vacataires. Et on est passé d'un système où, avant 87, les vacataires, on les virait au bout de 3 mois pour ne pas payer le chômage. Donc il y avait un système, ça tournant, ce qui était quand même un peu une mode de gestion un peu délirante. Donc effectivement, ce qui a amené la direction du Louvre à, en partie, pour un certain nombre de fonctions, à stabiliser des vacataires de manière indue, tout en leur donnant des droits, avec un guide des droits et obligations des vacataires. Enfin, donc là, c'était aussi un élément qui était lié au fait que les emplois n'étaient pas tous pourvus. Je dirais que du point de vue des gains, alors là je vais peut-être, je ne sais plus où j'en suis, oui, du point de vue des gains, bon, il y avait évidemment tout ce qui concernait la modernisation de la gestion qui était en cause, le fait d'avoir un seul contrôle à travers un seul budget et un comité et un seul conseil d'administration, la capacité d'avoir une politique tarifaire non dépendante de la réunion des musées nationaux. Ça concernait évidemment le droit d'entrée, mais ça concernait les visites conférences, ça concernait des tentatives qui ont été faites, qui ont été arrêtées avant, mais c'était des expérimentations de modulation tarifaire en fonction des horaires, de manière à essayer de lisser la fréquentation du public sur toute la journée. Ça a été fait pendant quelques années, ça a été abandonné je ne sais plus quand. Mais enfin, c'était des expérimentations dont le Louvre avait la capacité de le faire. Elle n'aurait pas pu le faire sinon. C'était la possibilité de report de crédit, c'était de manière importante la possibilité d'avoir une politique d'amortissement des matériels, parce que comme toujours, on fait un grand projet, mais ensuite on n'est pas forcément en capacité de maintenir le niveau de qualité des installations. Donc la possibilité d'avoir une politique d'amortissement, c'était une surprise, on ne s'y attendait pas, on avait la possibilité de placement financier, qui a rapporté en termes de ressources propres, à l'époque, de manière pas non significative. Alors c'était la fameuse question arbitrage, sous-traitance interne. On ne pouvait pas. Nous, on avait des emplois qui étaient créés, et puis, mais l'arbitrage était très faible. Or, c'est effectivement une des questions centrales. Qu'est-ce qu'on sous-traite? Alors, de notre point de vue, mais c'est dans la culture de l'époque, dans l'histoire de l'époque, il y avait le positionnement pris par la direction qui était de dire le projet Grand Louvre et ses améliorations, c'est pour les personnels du musée du Louvre, et on sous-traite ce qui ne relève pas directement de professionnels du musée. Donc ça a été effectivement des sous-traitances dans les ateliers, dans les dimensions les moins métiers d'art, si je veux dire. Ça a été le choix de sous-traiter tout ce qui concernait la surveillance et la sécurité hors douane. Hors douane, c'est-à-dire avant la cour Napoléon et sous la pyramide, à des sociétés privées. C'était aussi le fait, alors vous avez parlé, vous avez fait un fil, qui est aussi un fil d'ailleurs personnel. Ce n'est pas un hasard si Pompidou, Quai Branly et Pompidou... j'ai oublié a fait ce choix de sous-traitance, puisque c'était un choix de sous-traitance des équipes qui étaient un peu les mêmes. Enfin, je veux dire, à partir d'Ayagon, le fil était traité. C'était un choix qui n'était pas forcément un choix condamnable, mais c'était aussi un choix lié au fait que c'était plus facile, au moment de la création du Quai Branly, mais ça sera sans doute dit cet après-midi, c'était plus facile d'obtenir des crédits de fonctionnement que des emplois. À la période d'ouverture du Quai Branly.
ils en ont eu ensuite quelques difficultés après, puisque à partir du moment où RGPP venant, on s'est attaqué au crédit de fonctionnement. Et donc là, c'était une contradiction du choix. Mais à l'époque, on ne créait pas beaucoup d'emplois, donc il fallait choisir le crédit de fonctionnement. Mais ceci dit, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. De mon point de vue, je n'ai pas de position idéologique sur la question, mais de mon point de vue, la relation entre, ce que j'ai vécu au Louvre, la relation entre les services d'accueil, les services de visite-conférence, les ateliers pédagogiques, les rapports avec les enseignants, tous ces éléments-là devaient être en étroite collaboration avec les départements et donc et avec des compétences qui n'est pas uniquement prestataire. Donc de ce point de vue-là, mon choix était, enfin le choix du Louvre en tout cas, était très déterminé par le fait qu'il fallait absolument permettre que tous ces gens-là travaillent ensemble d'un certain point de vue, dans une même orientation et dans une même culture. Donc je passe sur les aspects budgétaires facilités, les décisions modificatives, les affectations de recettes aux dépenses, les arrêtés financiers négociés avec le contrôle financier. Évidemment, qui a été un des points forts d'un certain point de vue, de manière paradoxale, c'est que le choix de la RMN en EPIC en 91 a facilité la création d'établissements publics au Louvre. Parce que la seule façon de revenir vers une unité sociale, c'était de récupérer les 150 à l'époque agents de la RMN dans le giron d'un établissement public. Alors la difficulté, c'est qu'on avait un exercice un peu délicat. Il fallait rebasculer 2 ans après des gens qui étaient sous régime de droit public, qui étaient passés sur le régime de droit privé, les rebasculer sur le régime de droit public. Donc ça a pu être fait. Je dirais comment ? Deuxièmement, la préservation des emplois a été ensuite tentée, pas uniquement en inscrivant les emplois au budget, mais aussi par une proposition que j'avais faite dans un rapport de l'inspection générale quelques années après, sur les établissements publics de la culture, qui était pour un certain nombre d'entre eux d'obtenir des délégations de salaire, enfin, le fait que les établissements pouvaient payer directement les fonctionnaires. Je ne sais pas le terme exact, si j'oublie. Voilà. Donc, surtout pour les grands corps. Donc, ça a été fait en 2002, 2003, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Donc, moi, j'avais proposé en 2001, et donc ça permettait effectivement d'avoir encore plus de garanties, de mon point de vue, sur la préservation des emplois, puisque les crédits étaient déjà dans l'établissement public. Alors ensuite, ça a eu, semble-t-il, quelques effets pervers qui ont été analysés également par l'inspection générale quelques années après, ce qui fait que je crois qu'on est un peu revenu sur cette idée. Bon, enfin, à l'époque, c'était une idée qui tentait de conforter la capacité autonome. Donc à ce moment-là, effectivement, vous avez évoqué le décret du 22 décembre 92. Le décret 92, bon, je ne reviens pas dessus, effectivement, et Françoise l'a cité, c'est l'émission de service public, hein, il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, il n'y a pas d'ambiguïté, excuse-moi. Le décret de 84 permettait le transfert des personnels RMN contractuels, puisqu'il permettait en fait d'avoir des CDI de droit public, en inscrivant au tableau du décret 84. Donc c'était possible. Ça a été fait pour tout ce qui était contractuel. Et par la loi de finances de 93, les agents RMN susceptibles d'être titularisés ont été titularisés d'office. Donc personnel d'accueil, de caissière, vestiaire, tout ça a été titularisé dans les corps d'accueil et de surveillance à différents niveaux selon leurs catégories. Sur le débat lui-même, quels étaient les blocages? Parce que, tel que je l'écris, on a l'impression... 5 minutes? Pas plus. D'accord. Tel que je le décris, on a l'impression que tout ça est naturel. Pour simplifier, encore une fois pour simplifier, il y avait divergence entre les tutelles, depuis le début. Le ministère de la Culture, le ministre, l'ADMF et la RMN étaient pour le statu quo.
C'est-à-dire qu'on restait dans le système qui était le système qu'on a évoqué tout à l'heure, mutualisation des musées, rôle de la RMN. Par parenthèse, à partir du moment où la RMN est devenue EPIC, ça devenait un peu bizarre qu'un service extérieur de l'État ait comme véritable tutelle un établissement public industriel et commercial. Donc là, il y a peut-être un loupé dans la manœuvre. De l'autre côté, un secrétariat d'État aux grands travaux. Alors, c'était pas l'EPGL, c'était un secrétariat d'État mené par Biasini, qui avait été à l'origine de l'EPGL, qui lui était farouchement pour l'établissement public, et il était appuyé bizarrement par un certain nombre de rapports successifs de l'Inspection générale des finances et par le budget. Alors, c'était des alliés. Alors, les différents rapports de l'Inspection générale des finances, ils variaient dans le... Mais c'était l'idée, il fallait éviter que tout ce que l'État consacrait au loup se disperse ailleurs. Une première chose. Et deuxième chose, il considérait, à juste titre, que c'est plus facile d'exercer un contrôle sur un conseil d'administration que sur un système totalement dilué, éclaté. Donc voilà les éléments qui ont permis ça. Le rapport de M. Graveau, auquel vous faites allusion, ce n'est pas le ministère de la Culture, c'est le secrétariat aux grands travaux, puisqu'il était conseiller de M. Biasini à l'époque. C'est un détail historique. Bon, sur le fond des blocages, tout le monde avait bien conscience que si le Louvre devenait établissement public, derrière, il y avait Versailles qui piétinait. Et d'ailleurs, on le savait qu'il piétinait. Et donc, et cela c'était d'autant plus embêtant, c'est que Versailles était en fait, en termes de recettes pour la RMN, beaucoup plus important que le Louvre. Et donc l'enjeu, si Versailles devenait, bon, on ne mettait pas dans un processus. Et puis c'était tout le système qui a eu ses mérites d'organisation des musées nationaux qui progressivement, et l'avenir l'a dit, allait être en cause. Alors, c'est cette réussite, à mon avis, du projet Grand Louvre, malgré tout, auquel le président Mitterrand était quand même fondamentalement très très attaché, qui a fait que la fameuse lettre de Laure Adler du printemps 92 a été annotée, elle est dans les archives, oui, FM. Et c'est à partir de cette décision-là que le processus s'est enclenché. Alors, la note disait un certain nombre de choses. Il fallait effectivement préserver un certain nombre de choses. D'où, par exemple, le fait que, dans le décret statutaire de 92, le musée reverse obligatoirement 45% de ses recettes du droit d'entrée à la RMN, au titre des acquisitions. En fait, les acquisitions, c'était... au profit du Louvre, c'était 20 millions par an. Et là, on leur versait 40 à 50 millions. Donc, on continuait à financer le fonctionnement de la RMN ou la solidarité avec les petits musées. Bon, je conclus. Je persiste ici ce que j'ai dit au début. Le changement de statut est venu en aboutissement naturel des changements internes et pas en démarrage. Deuxième conclusion. La décision a été prise au moment où, de fait, cette décision était acceptée en interne, à la fois par les conservateurs, ce qui n'était pas évident d'emblée. Alors il y a eu un grand séminaire conservateur, direction chef de service, en janvier 91, qui visait, je dirais, à unifier un peu les choses. Et puis les organisations syndicales, qui avaient une place quand même, à l'époque, encore très très importante. Je ne sais pas la place actuelle, mais elles avaient une place très importante. Et de fait, bon, certains syndicats, la CFDT, a voté pour le changement de statut, d'autres se sont opposés, mais je dirais c'était une opposition assez bienveillante. Donc il n'y a pas eu de grandes difficultés. Donc il fallait quand même qu'en interne, il y ait eu cette acceptation, compte tenu de où on venait sur le plan culturel. Et la dernière chose que je voulais dire, oui, et ça a été relevé d'ailleurs par le rapport de la Cour des comptes auquel vous avez fait allusion sur les musées nationaux en 2011, et c'est vrai. Le choix d'autonomie de l'établissement n'a pas été dicté au premier chef par des objectifs de performance économique. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas, notamment, de tendre à permettre la réduction de la subvention de l'État, à aucun moment donné. Mais c'était, sans aucune candeur, c'était effectivement de favoriser le meilleur développement des activités du service public. Voilà, j'arrête là.
Ce qui n'empêchait pas d'améliorer la gestion, d'avoir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour montrer que les choses allaient bien. Merci beaucoup, Gilles.